Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart. Les défaites électorales se sont récemment enchaînées pour les gauches en Amérique latine et beaucoup de gouvernements qu'on dit progressistes connaissent des crises dans leurs pays respectifs. Pour comprendre pourquoi et à quel point, nous recevons aujourd'hui Franck Gaudichaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en civilisation latino-américaine à l'université de Grenoble. Et pour commencer cet entretien, je vous propose de partir de l'actualité la plus récente. Premièrement, une élection qui vient de se dérouler à l'heure où nous parlons, en Colombie, où là on a cet effet assez paradoxal d'un candidat qui s'appelle Gustavo Petro, qui réalise plutôt un bon score, autour de 25% si je ne m'abuse, ce qui est un bon score pour un candidat de vraie gauche dans ce pays-là, mais ça ne suffit pas, il perd au second tour et c'est tout le processus de paix d'ailleurs là-bas avec les FARC qui est remis en cause. Comment est-ce que vous interprétez ça? Est-ce qu'il y a un peu d'espoir finalement pour la gauche dans ce pays-là qui viendrait démentir les récents échecs sur le continent depuis quelques mois? Disons, ça dépend d'où on prend le phénomène, hein. Mais effectivement, le score de Petro, c'est plus de 8 millions de voix. Donc, ça faisait presque plus de 25 ans qu'il n'y avait pas un candidat, disons, de gauche, de centre-gauche dans ce cas-là, qui arrivait au second tour de la présidentielle dans un pays, la Colombie, qui a connu la guerre en permanence, où il y a 6 millions de paysans déplacés, des dizaines de milliers de morts, une extrême droite très très forte. Donc de ce point de vue-là, le score de Petro, c'est une très bonne nouvelle dans le sillage de ce qu'il y a eu les dernières années, c'est-à-dire les accords de paix qui ont été signés entre la guérilla des FARC et le gouvernement Santos. Mais quand même, celui qui va être le président des prochains mois et prochaines années, Duque, il vient vraiment des secteurs ultra-conservateurs de la société colombienne. C'est un peu l'homme de Uribe, l'ancien président, qui était le président de la guerre, le président des États-Unis, du néolibéralisme. Et donc, quand même, le cycle politique dans lequel va s'inscrire encore la Colombie, ça reste celui de l'oligarchie colombienne, pour aller vite. Et c'est même, vous l'avez dit, une menace contre les accords de paix, avec tous les défauts qu'ils ont, mais quand même l'avancée considérable que ça a représenté. Une menace claire de Duque, puisqu'il l'a dit dans sa campagne, il veut remettre en cause, revenir en arrière sur ces accords de la Havane, qui étaient quand même un espoir important pour toute une partie de la population colombienne, et en particulier pour les mouvements populaires, les mouvements afro, les mouvements paysans, ceux qui ont souffert le plus de la guerre. Alors maintenant, si je me déplace un peu au nord, au Mexique, là on va avoir une élection le 1er juillet, elle ne s'est pas encore déroulée à l'heure où l'on parle, mais on a un candidat qui s'appelle López Obrador qui visiblement fait la course en tête et pourrait bien arriver au pouvoir, je garde le conditionnel, mais comment est-ce que vous lisez son identité politique qu'on a un peu de mal à appréhender parfois depuis l'Europe? Alors López Obrador, là aussi pour aller vite, disons c'est un centre-gauche. Il a été quand même, c'est un personnage important de la scène politique mexicaine. Il a été notamment le maire de la capitale, ce qui n'est pas rien, une des plus grandes villes de l'Amérique latine et du monde même. López Obrador, il a un circuit, disons une trajectoire politique qui l'a conduit à la tête de plusieurs partis. Et là, il est à la tête d'un parti qui s'appelle Morena. Et avec un discours clairement situé, disons, à gauche, mais une gauche modérée, très modérée, mais qui dans le scénario mexicain déjà apparaît comme beaucoup trop radical pour toute une partie des classes dirigeantes du Mexique. Et si on en croit les sondages, effectivement, il caracole en tête, mais avec une très large avance, face au candidat à Anaya, qui lui vient vraiment de la droite dure du PAN. Et donc le scénario mexicain, on peut dire qu'il y a un début de crise du régime politique qui existe au Mexique, où il y avait une coalition très fortement hégémonique, on pourrait dire même depuis 70 ans, mais depuis les années 2000 entre le PAN et le PRI, donc disons la droite dure et la droite qui vient du parti-État mexicain. Et là, il y a une division intéressante qui offre une perspective politique au centre-gauche.
La grande inconnue, il faut rappeler que López Obrador, il a subi des fraudes géantes, hein, qu'il C'était avait, en quelle année? En 2012? oui, c'est ça, qu'il avait empêché de gagner dans les urnes. Donc la grande inconnue, qu'est-ce qui va se passer? Là, il a vraiment beaucoup d'avance, donc ce sera difficile. Il faut quand même rappeler, peut-être ce qui est le plus important, au-delà des élections, dans un pays où on parle de 200 000 morts depuis les années 2006-2008, dans la guerre au narcotrafic, mais en fait qui est une guerre sociale, une guerre aussi contre les pauvres. Et donc là, López Obrador, il incarne le rejet de la corruption très très forte, une rejet de toute cette violence quotidienne. Et en ce sens-là, c'est un espoir, même s'il a donné de nombreuses garanties au cours des dernières semaines au secteur, disons, patronaux, Au grand milieu d'affaires ouais, y compris au et aux capital partenaires international, très très fortement. Alors, justement, à travers ces deux exemples, on voit bien la sorte d'ambiguïté de la période. Est-ce que pour nous, vous pourriez peut-être périodiser un petit peu ce qui s'est passé là, dans les dernières décennies, c'est-à-dire que l'Amérique latine a été successivement présentée comme un laboratoire du néolibéralisme, cette droite dure dont vous parliez, cette insertion assez brutale dans la mondialisation, mais aussi dans les années notamment 2000 comme le laboratoire des gauches, et puis là on ne sait pas trop où on en est. Donc comment s'y retrouver? Alors oui, pour essayer de faire il y a effectivement quand même une périodisation possible, hein, en insistant que l'Amérique latine, en fait, c'est une grande diversité. On parle de 30 pays, entre Haïti et le Brésil, il y a assez peu de points communs, hein, on imagine bien. Si on se centre plutôt sur l'Amérique du Sud, là où il y a eu le plus d'expériences progressistes, on peut dire il y a le cycle des années 90. 80-90, c'est la longue nuit néolibérale, comme disait l'ex-président Rafael Correa, avec tout ce qu'on connaît. Ex-président de l'Équateur. De l'Équateur, pardon. Ouais. Donc privatisation, dérégulation, explosion des inégalités, explosion de la pauvreté, et aussi une réarticulation des mouvements populaires, notamment les mouvements indigènes dans plusieurs pays. D'une certaine manière aussi, les classes ouvrières, là où elles existent de manière structurée, par exemple au Brésil ou en Argentine, et des mouvements populaires larges, hein, pluriels, qui ont commencé à remettre en cause cette hégémonie néolibérale. Et il y a eu une crise des élites, on peut dire, néolibérales, une crise du consensus de Washington, parce que bien entendu, on le sait, hein, les États-Unis ont toujours eu un rôle très important dans la région. Ils déterminent pas région tout. qui a été aussi un laboratoire de ce qu'on appelait les plans d'ajustement structurel du FMI, hein, le Fonds monétaire international. Donc ça vient de là, le consensus de Washington. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'imposition de tout ce qu'on connaît en termes d'ajustement austéritaire contre les services publics, contre l'État, pour le capital international. Et donc, fin des années 90, quand même, grande rébellion en Argentine, en Bolivie. Qui part du bas de la société. Voilà, une émergence par en bas. Certains sociologues parlent d'émergence plébéienne, pour dire que c'est plusieurs secteurs populaires qui se mettent en mouvement et qui ont, dans certains cas, mis à bas plusieurs gouvernements. En Équateur, 3 gouvernements. En Argentine, 2 gouvernements. Après les années 2001, où il y a un effondrement de l'économie. L'apparition de figures aussi charismatiques, parfois qui viennent des militaires, hein, au Venezuela, Hugo Chavez, de femmes qui prennent la tête de ces mouvements, Cristina Kirchner en Argentine avant son mari, tout un tas de personnages qui émergent soit de partis plus institutionnels, comme Lula au Brésil, avec le Parti des travailleurs, qui a une longue trajectoire, soit dans d'autres cas qui émergent dans le cœur des révoltes. En Bolivie, par exemple, Evo Morales, il était quasiment inconnu dans les débuts des années 2000 et en 2005 il est président de la République de Bolivie. Donc là, c'est ça qu'on a appelé la vague rose en fait, même s'il y avait différentes sensibilités, des projets nationaux populaires parfois un peu radicaux, des projets beaucoup plus modérés comme au Chili autour de Michelle Bachelet, mais c'est cette période-là de la vague rose, quoi. Et ma question c'était justement, est-ce que cette vague-là, est-ce qu'on peut dater son épuisement? Et dans quelle situation on se retrouve maintenant? Comment est-ce que vous caractérisez la période actuelle? Alors déjà, la vague rose, elle est plurielle, effectivement, comme vous l'avez bien dit, entre le Parti des travailleurs au Brésil, qui finalement a une gestion très respectueuse du marché international, même s'il redistribue vers les plus pauvres, et disons l'émergence du chavisme, qui est beaucoup plus anti-impérialiste, plus rupturiste dans ses origines.
s'ouvre un cycle quand même qu'on a appelé progressiste. Et d'ailleurs, on peut voir le terme lui-même. On dit plus le cycle de la gauche latino-américaine progressiste. Ah, c'est quoi la différence? Ben, eux, plusieurs mouvements se définissent eux-mêmes comme progressistes, et aussi parce que on a commencé à distinguer ce qui était le national populaire en Amérique latine ou le centre-gauche de ce qui était la gauche historique des années 70, la gauche révolutionnaire, on peut dire, ou guévariste ou marxiste, etc. Là, le cycle qui s'ouvre, c'est un retour de l'État, la redistribution des rentes de pétrolières, gazières, des ressources naturelles, de nouveaux programmes sociaux. C'est la période quand même, on voit bien où la pauvreté a reculé et par la première fois en même temps les inégalités dans plusieurs pays. On reconstitue des services publics, d'éducation, l'alphabétisation, etc. Donc quand même, des années, disons 2005 jusqu'à les années 2010-2011, il y a vraiment une amélioration des conditions matérielles pour les subalternes, les plus pauvres. Ouais, c'est important. C'est quand même à souligner. Au Brésil, c'est plus de 30 millions de familles qui sortent de l'extrême pauvreté. Même si ce n'est pas une rupture avec le capitalisme, pas du tout. Et donc le tournant, vous nous dites, c'est plutôt 2011, associé à... C'est ça, 2010-2011. Rappelons la grande crise du capitalisme mondial 2008. Certains disaient l'Amérique latine va peut-être s'en sortir pas si mal parce que le prix des matières premières était très haut. Et c'est vrai que la force et la grande faiblesse de ces expériences dites progressistes, c'est qu'elle s'est basée sur ces prix de matières premières très très hauts pour commencer à reconstituer l'État, on va dire. Quand la crise arrive de manière un peu différée, mais les années 2010, disons, c'est un choc brutal pour ces expériences-là, pour ces économies très dépendantes, dont la dépendance s'est même renforcée durant la période. C'est un des paradoxes de cette gestion progressiste. Ouais. Oui, certains économistes parlent alors le mot est un peu barbare, d'une reprimarisation des économies. C'est-à-dire, contrairement au secteur secondaire, industriel et tertiaire, les services, c'est vraiment les matières premières, ce qu'on appelle l'extractivisme aussi. Donc vraiment, on prend ce qu'il y a dans la terre pour le vendre à l'international. Et qu'au fond, plusieurs gouvernements de gauche de la période auraient eu une responsabilité dans le fait d'enfermer les pays dans ce modèle-là. En tout cas, très clairement. Alors après, il y a tout le débat, est-ce qu'ils auraient pu ou est-ce qu'ils ont eu des contraintes externes qui les ont obligés, mais il y a quand même des choix politiques. Effectivement, des grands pays semi-industrialisés, comme le Brésil, ce n'est pas une petite économie agricole de l'Amérique centrale, ont connu vraiment un recul de l'industrie pour s'engouffrer dans l'agrobusiness, par exemple. Il y a des travaux de Pierre Salama en France qui montrent très bien ça, cette reprimarisation, ce méga extractivisme des ressources qui enferme les économies dans des contraintes qu'ils vont payer très cher au moment de la crise. La crise vénézuélienne, c'est aussi une crise de l'effondrement du baril de pétrole. Pas seulement, c'est une crise démocratique, politique, mais aussi... Et donc le retournement, alors il y a un débat, est-ce que c'est une fin de cycle ou un reflux en tout cas, qui va se traduire dans les urnes, avec l'arrivée des droites par les élections en Argentine, par des coups d'État institutionnels même au Brésil, et avant au Paraguay, et avant au Honduras. Il y a vraiment les limites qu'ont atteint ces expériences nationales populaires ou progressistes, et combinées à des facteurs très fortement contraignants, c'est-à-dire la crise mondiale. D'accord. Alors justement, arrêtons-nous là-dessus. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a une sorte d'arrêt à ce cycle progressiste. Ces expériences ont atteint leurs limites. Depuis, à quoi est-ce qu'on assiste? Est-ce que c'est un retour en arrière, une revanche des droites? Est-ce que ces droites, en fait, sont obligées quand même de garder un peu des acquis de la période? Alors j'imagine que c'est différent selon les pays, mais pour donner une idée de la tonalité générale du champ politique en Amérique du Sud. Disons qu'on est entré très clairement dans une période d'instabilité politique, sociale, économique, alors que l'âge d'or, on va dire, de la Bolivie, de Evo Morales, de Correa en Équateur, de Chavez au Venezuela, de Lula au Brésil, c'était vraiment une grande stabilité. Un exemple seulement, la Bolivie avait connu des dizaines de gouvernements successifs qui n'avaient jamais terminé leur mandat au XXe siècle. Avec Evo Morales, c'est une stabilité de plus de 13-14 ans. C'était jamais arrivé. C'est cette stabilisation-là qui est remise en cause actuellement.
c'est aussi la relation entre ces gouvernements et les mouvements populaires, qui dans un premier temps ont soutenu avec l'espoir du changement social, et qui de plus en plus ont pris la distance, voire sont entrés en lutte contre ce gouvernement. Il y a des formes de répression progressiste, on pourrait dire, qui sont apparues. Et le retour des droites. Alors au lieu de parler de la vague rose à la vague des droites, ce serait un peu caricatural. En fait, c'est plutôt un champ politique beaucoup plus complexe, instable, où on voit aussi qu'une partie des populations qui ont bénéficié de l'âge d'or du progressisme, de certaines redistributions, qui ont réussi à sortir la tête de l'eau, avoir accès à la consommation, au crédit, une des classes moyennes vulnérables, comme on dit dans le langage onusien, elles aussi, politiquement, ne sont plus forcément en soutien avec ces leaders charismatiques. Parfois vont voter à droite et en même temps pour défendre les acquis. Donc c'est une situation très complexe. On l'a vu en juin 2013 par exemple au Brésil avec des grandes révoltes urbaines contre le prix du transport, mais en même temps qui étaient combinées avec la droite dans la rue, qui mettait des millions de personnes dans la rue. C'est-à-dire la droite en Amérique latine retourne vers des mobilisations populaires de certaine manière. D'accord. Donc pas un basculement net du rapport de force, mais un champ qui redevient instable. Sur les causes de cette fin de cycle progressiste qu'on peut un peu acter, on a évoqué la crise et ses conséquences, les choix économiques des gouvernements qui ont leur part de responsabilité. J'aimerais vous entendre sur la part de l'ingérence étrangère entre la réalité et les fantasmes, notamment le rôle des États-Unis. On sait qu'ils ont eu un rôle et pas des moindres dans la région où ils ont laissé des très mauvais souvenirs, y compris jusqu'à soutenir des coups d'État. Mais dans les dernières années, est-ce qu'on peut dire que ce rôle-là a été crucial dans les difficultés des pays de gauche, ou est-ce que c'est surestimé par les secteurs militants pour qui c'est peut-être bien commode de voir juste la main des Américains là où il y a peut-être des questions plus dures à se poser sur soi-même? D'une part, oui, effectivement, les États-Unis ont des pratiques d'ingérence impériale très, très systémiques dans certains camps en Amérique latine tout le XXe siècle. Mais il ne faut vraiment pas tomber dans une vision complotiste. D'ailleurs, ça serait quitter l'historicité au peuple latino-américain. C'est-à-dire qu'ils comme s'ils étaient plus protagonistes. Voilà, des marionnettes de l'Empire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les États-Unis défendent leurs intérêts géopolitiques avec des pays comme la Colombie qui sont clés dans la géopolitique états-unienne. Mais il y a des contradictions internes sur lesquelles vont s'appuyer ces forces externes. Et les contradictions internes, c'est aussi le verticalisme de l'État, l'autoritarisme, la gestion économique, la corruption, qui ne sont pas des fils tendus par les États-Unis. C'est des forces internes, des gestions internes qui posent problème, qui posent question, et qui ont permis justement aux classes dominantes, aux oligarchies historiques, conservatrices, de reprendre du poil de la bête face aux limites, aux contradictions des progressistes. Que font les droites? Elles se réorganisent. Que font les États-Unis? Ils jouent leur carte de toujours, c'est-à-dire défendre leurs intérêts, le pétrole au Venezuela, leurs multinationales au Brésil, évidemment. Alors, parmi les contradictions dont vous parlez, il y a ce rapport qui s'est distendu parfois avec les mouvements populaires. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce qui se passe au Nicaragua, qui est assez peu documenté dans la presse française, où on a pour le coup une répression d'État venant d'un gouvernement qui, par certains égards, pourrait apparaître comme progressiste. Oui, d'une certaine manière, le Nicaragua, c'est la démonstration vraiment d'une décomposition politique très avancée de ce a pu être la vague progressiste. Quand même, le président Ortega, c'est pour certains, parmi les militants les plus anciens, c'est la figure, le commandant de la révolution sandiniste. Et aujourd'hui, il y a vraiment une répression très très forte. On parle plus de 200 morts quand même dans les rues de Managua et du pays. Une répression contre quel type de groupe? Alors, initialement, il y a eu une réforme de la sécurité sociale au Nicaragua qui a mécontenté le patronat, mais aussi les retraités, qui allaient être ponctionnés sur leur retraite, plus de 5% quand même. Et ça a été une sorte d'étincelle qui a, disons, enflammé les rues au Nicaragua. Les étudiants sont très fortement mobilisés, une partie des classes populaires, urbaines en particulier,
mais c'est aussi l'accumulation d'un ras-le-bol. Parce qu'il y a vraiment un clan au pouvoir du couple Ortega-Murillo depuis des années, qui a effectivement gagné les élections haut la main, avec plus de 60% la dernière élection, mais qui a commencé à coloniser tout le pouvoir d'État. Notamment avec un clan familial, le fils, le cousin, etc. Et donc c'est vraiment un autoritarisme qui s'est institutionnalisé, avec aussi un contrôle très fort du mouvement syndical. Et face à ce contexte-là, oui, il y a une révolte populaire. Effectivement, dans ces révoltes-là, il y a aussi le patronat qui essaie de jouer sa carte, éventuellement les États-Unis qui voient s'ils peuvent en tirer profit, mais c'est avant tout une répression d'État, comme ça a été montré par le rapport d'Amnesty International ou de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. C'est avant tout une répression des forces de police et des groupes de jeunes armés sandinistes contre la population civile. Alors, on vient de parler du Nicaragua, qui est un cas peu connu du public français en général. Je ne m'avance pas trop en disant ça. En revanche, il y a un cas qui est un peu plus connu, qui est celui du Venezuela, et qui, lui, par contre, déchaîne les passions dans la gauche française, mais de façon générale. Par exemple, on sait que voilà, dès que Jean-Luc Mélenchon fait une longue émission politique, en général, les journalistes arrivent tout de suite avec la question Venezuela, c'est la question qui fâche, et en général, ça se passe pas très bien. Au-delà justement des polémiques qui peuvent concerner le soutien ou pas à ce régime, déjà, comment est-ce que vous caractériser ce qu'est devenu le gouvernement Maduro à travers tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire, effectivement, les États-Unis sont pas leurs amis, mais est-ce qu'il n'y a pas une dérive autoritaire propre au régime Maduro qui est problématique? Bon, dérive autoritaire, sans aucun doute. Même les secteurs proches mais critiques du chavisme le reconnaissent très largement. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. En fait, la crise bolivarienne, la crise au Venezuela, c'est un drame pour toute la gauche, et en particulier pour la gauche latino-américaine. Puisqu'à un moment donné, le Venezuela avait incarné, disons, une possible rupture avec l'impérialisme et ce qu'on avait appelé post-néolibéralisme, la possibilité de construire une démocratie post-néolibérale, participative, avec des expériences. Il y avait des vraies expériences authentiques d'implication populaire. Faut quand Conseils communaux, amélioration de tous les indicateurs sociaux, d'alphabétisation, une politisation des subalternes, c'est-à-dire des classes populaires vénézuéliennes. Ça, c'est vraiment une réalité. Et en même temps, toutes les tensions, la relation verticale à la figure de Chavez et à l'État, entre les mouvements et l'État, la dépendance à la rente pétrolière. Certains auteurs au Venezuela parlent de l'État magique pétrodépendant dont tout doit arriver, qui détermine toute l'économie. Cet État magique, il est en crise, il est en décomposition totale actuellement. La corruption et aussi quelque chose qui marque quand même la période, c'est l'apparition d'une nouvelle caste au pouvoir. Au Venezuela, on parle de la bourgeoisie. Ouais. C'est-à-dire des secteurs qui bénéficient directement du contrôle de l'appareil étatique, mais pour se nourrir sur la bête, d'une certaine manière, et qui deviennent une nouvelle caste, partiellement fusionnée d'ailleurs avec les anciennes classes dominantes. Dans ce contexte, l'arrivée de Maduro après le décès d'Hugo Chavez en 2013, c'était un approfondissement de tendances qui viennent de bien avant. De tendances verticalistes autoritaires. La crise trouve son origine avant l'arrivée de Maduro. C'est beaucoup trop facile en fait. Ce serait trop facile de tout lui faire porter. Bien entendu. Maduro, il arrive avec le contexte de décomposition économique qu'il n'a pas du tout su et pu gérer, donc ça s'est encore aggravé. Mais c'est une urgence maintenant humanitaire, pénurie alimentaire. On parle de plus de 600 000 exilés vénézuéliens en Colombie, peut-être 1 million au niveau latino-américain. Donc c'est vraiment une crise très très forte. Et la réponse, disons, du gouvernement, ça a été de nier les pouvoirs de l'opposition. Une opposition dont il faut rappeler quand même qu'elle a soutenu le coup d'État contre Chavez en 2002, avec l'aval des États-Unis, qu'elle a essayé de faire chuter de manière inconstitutionnelle le gouvernement en place,
avec des violences systématiques en 2014, 2015 et de nouveau en 2017. Donc je ne suis pas en train de dire non plus qu'en face, c'est des grands démocrates. Il y a vraiment des secteurs qui ont appelé au coup d'État et qui ont participé à des tentatives de coup d'État. Donc c'est une forte polarisation, mais du point de vue, disons, de la population vénézuélienne, notamment des classes populaires, celles qui ont aspiré au changement social sous Chavez, c'est la désillusion, c'est la perte de repères, mais en même temps sans croire en ce que peut proposer l'opposition néolibérale. Mais c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que la situation est quand même pas tragique en fait pour tous les gens, alors pour les classes populaires là-bas bien sûr, mais pour tous les gens de gauche qui espèrent justement un dépassement du néolibéralisme et qui sont attachés aux libertés publiques, est-ce qu'ils ne se retrouvent pas pris complètement en étau ou alors dans une sorte de vide entre d'un côté un pouvoir à la dérive et qui s'accroche aussi, pas seulement par intérêt, mais parce qu'en face, il y a aussi des vrais méchants. Qu'au fond, il n'y a aucun camp qui est satisfaisant, parce que la droite en face est très revancharde et les crédits démocratiques sont très critiquables. Ah oui, une droite revancharde, néolibérale, raciste, violente, pardon, elle est là au Venezuela, comme elle est au pouvoir d'ailleurs au Brésil. Et effectivement, c'est pour ça que c'est un drame du point de vue de l'émancipation, en fait, ce qui se passe au Venezuela. Puisque c'est la perspective même d'une émancipation démocratique et post-néolibérale qui a été, disons, blessée à mort par ce qui se passe actuellement. Et quelle voie de sortie? Très difficile. On a vu la dernière élection présidentielle, Maduro gagne effectivement très clairement les élections, mais dans un contexte où la grande majorité de l'opposition a boycotté les élections. Elle n'avait pas participé. En disant qu'il n'y avait pas les garanties démocratiques. En même temps, toute une partie de ce qu'on appelle le chavisme populaire continue à voter pour Maduro en disant, pour l'instant, pour qui d'autre voter. Et quand même des phénomènes, ça vaut le coup de regarder de plus près. Le troisième en liste lors des dernières élections en 2018 au Venezuela, c'est un candidat évangéliste. Et ça, on le voit dans toute l'Amérique latine. Il y a toute une partie des secteurs populaires qui, face au reflux et à la désillusion, continuent à renforcer des secteurs évangélistes très conservateurs, réactionnaires même. Et ça, doit aussi être un point de préoccupation pour tous ceux justement qui pensent à une émancipation démocratique. Alors, dernière question pour clore cet entretien. Est-ce que ce qui s'est passé avec ce cycle progressiste des années 2000, est-ce qu'on peut dire que ça a été une sorte de révolution passive, comme le disait Antonio Gramsci? Et dans l'œuvre de Gramsci, la révolution passive, c'est le fait que des élites arrivent au pouvoir, plutôt issues du peuple ou défendant le peuple, obtiennent des vraies choses pour le peuple, des vrais avantages, des vrais acquis qui ne sont pas à négliger, mais finissent par se faire absorber dans un ordre social que finalement elles ne perturbent pas dans ces rouages les plus essentiels. Est-ce que c'est ça qui s'est passé ? De mon point de vue, oui. D'ailleurs, on travaille là-dessus avec des collègues sur comment lire cette période au travers de cette catégorie de révolution passive, au sens où l'émergence rebelle populaire des années 90, elle était institutionnalisée, absorbée par ce cycle progressiste, avec des avancées démocratiques dont on a parlé, sociales, mais en même temps, ils ont été canalisés, passivisés, comme disait Gramsci, et ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les ressorts, les capacités de révolte ont été en partie cassés. C'est aussi une nouvelle phase du capitalisme d'État qui s'est mis en place en Amérique latine, de néo-développementisme, comme on dit certains, mais pas justement de la promesse post-néolibérale, voire parfois anticapitaliste, n'a pas été à l'ordre du jour dans la région. L'espoir, de mon point de vue, c'est qu'on voit là encore une nouvelle réarticulation des mouvements populaires. Et s'il y a peut-être un point à souligner, c'est toutes les grandes luttes féministes, très très fortes, exceptionnelles, en Argentine, au Chili dernièrement, contre les féminicides au Mexique, ou l'expérience zapatiste qui continue au Mexique. Et donc, on est dans des sociétés inégales, fortement inégales, violemment inégalitaires, et en même temps qui ont des ressorts d'organisation populaire qui peuvent permettre de rouvrir la voie à une perspective, disons, émancipatrice dans la région. Merci à vous, Franck Gaudichon. On se
quitte sur cette note d'espoir. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller retrouver nos articles sur l'Amérique latine sur Mediapart, à nous découvrir. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci.